Arrête-moi si je me trompe, mais tu viens du domaine de la certification numérique, où tu as passé une quinzaine d'années, notamment de la Mhm. certification DSI. Tu as créé Fil Agile en 2021 sur les sujets de conformité en cybersécurité et notamment sur la certification 27001. Euh, Tout à fait. Ta structure accompagne les entreprises sur la mise en place de démarches de sécurité et de certification. Et vous avez aussi une plateforme qui vous permet de faire de l'édition logicielle. Est-ce que C'est c'est... une plateforme qui permet de faire de la conformité sur les sujets de cybersécurité, donc Ok, de certifier ISO 27001, ok, bon, très notamment. bien. Bon. Voilà. Euh, Nawal, je te laisse faire un petit rappel et puis ensuite on commencera sur la présentation de Thomas. Pour les gens qui nous écoutent, je vous invite à couper vos micros pendant le temps de la présentation si ça ne vous dérange pas, pour éviter les bruits parasites. Et ensuite, évidemment, vous serez libre de les rallumer pour échanger avec nous sur ces sujets-là, que sont les sujets de l'IA et de la cybersécurité, ce qui devrait nous amener sur une petite heure d'échange. Voilà, Nawal, je te passe le relais et puis ensuite, Thomas, je te laisse enchaîner. J'éteins mon micro. Bonjour à toutes et tous. Ce webinaire en fait s'inscrit dans un cycle de webinaires initié par le Data Lab Normandie. Donc, pour rappel, le Data Lab Normandie est un réseau, un agrégateur de services autour de la donnée et de l'IA en Normandie et qui donc réunit les acteurs dans ce domaine. Et parmi les actions, donc, nous mettons en place des animations autour de la sensibilisation à la donnée et à l'IA. Il y a eu des premiers webinaires autour de l'IA, l'idée étant qu'un intervenant expert vienne décrypter pendant 1 heure un aspect de l'IA. Aujourd'hui, on va pouvoir, avec Thomas Desmota, s'intéresser au lien entre l'IA et la cybersécurité. Et donc, le webinaire est enregistré et le replay pourra vous être diffusé. Donc, bonjour à tous. Et donc, j'ai le plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, je vous remercie de votre accueil. Et je vais démarrer cette présentation sur l'IA et la cybersécurité. En fait, il y a beaucoup de liens entre les deux sujets. On va le voir. Déjà, c'est utiliser l'IA dans les outils de cybersécurité, mais c'est aussi de nouvelles menaces aujourd'hui. Donc rapidement, pardon, je vais oublier de me présenter. La société est plutôt donc Filagile, on est situé en Normandie, à Bernay, une petite ville de Normandie. On est 35 collaborateurs. On fait partie de NWX, du campus cyber Normandie aussi, et d'Exatrust, qui est une association qui promeut la cybersécurité et le cloud souverain, et également de Nouméum et Clusier en Normandie. Donc voilà, donc pour nous trouver, c'est à Bernay en Normandie. Donc, je vais essayer de vous donner une vue d'ensemble en fait des sujets d'IA et de cybersécurité. Alors, pour ceux qui connaissent pas, je vais me permettre de rappeler rapidement ce qu'est la cybersécurité, mais très très vite, parce que je pense que quand même aujourd'hui, on sait globalement ce que c'est, même si ça a un peu évolué. C'est pas la même chose aujourd'hui qu'il y a 20 ans en termes d'enjeux et de difficultés. Ensuite, comment aujourd'hui ça perturbe, l'IA perturbe les attaques, enfin, encourage ce type d'attaque, c'est-à-dire l'utilisation malveillante de l'IA. On parlera un petit peu de ce sujet. Les risques liés à l'IA en lui-même, quels sont les risques systémiques, notamment en matière d'utilisation de l'IA. Après, comment l'IA elle est utilisée en sécurité. Ensuite, une petite overview de l'aspect des vulnérabilités que présente l'IA de façon générale et plus particulièrement les grands modèles de langage, les LLM, ou les modèles, même les applications d'IA de façon générale. Comment on sécurise les usages et parce que c'est un sujet qui est très important, en fait, comme c'est des applications qui sont différentes, on va retrouver les risques courants qu'on trouve en cybersécurité, mais aussi trouver énormément d'innovations aujourd'hui en matière de sécurisation de ces systèmes. Un petit point sur la réglementation et la conformité qui font partie intégrante, en fait, des sujets d'IA aujourd'hui. Alors, rapidement, pour expliquer les enjeux de sécurité aujourd'hui, déjà, on a des systèmes qui sont de plus en plus hybrides,
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sécurise pas une entreprise comme on le sécurisait avant. Les systèmes d'information, donc les données, se sont largement déplacés vers ce qu'on appelle le cloud. Et donc, aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus dépendantes de systèmes tiers. Donc ça, c'est un enjeu vraiment très important, y compris pour l'IA, puisque les systèmes d'IA qu'on utilise, ils ne sont pas la plupart du temps chez nous, dans nos entreprises ou sur nos serveurs, mais on ne sait pas très bien où ils sont. Et ça va être intéressant parce que c'est un des éléments qu'il va falloir chercher quand on fait de la sécurité. Et après, il y a aussi un point très important, c'est qu'en sécurité aujourd'hui, il y a énormément d'innovations. C'est-à-dire, indépendamment des innovations qui peuvent exister dans l'IA, dans l'utilisation de l'IA pour la sécurité, il y avait déjà énormément d'innovations, de nouveaux outils pour sécuriser, parce que justement, on rencontre des défis qui sont très particuliers. Donc, je parlais de la partie déplacement des données vers le cloud, mais aussi une transformation globale de l'écosystème, des problèmes d'évolution de la cryptographie, voilà, tout un tas de difficultés qui sont spécifiques à la cybersécurité. Et notamment, un élément qui est très important, c'est que la cybersécurité devient de plus en plus réglementaire. C'est-à-dire qu'avant, faire de la sécurité, on construisait, on a l'image du château fort, et c'est plus du tout le cas. C'est-à-dire qu'on n'a plus de château fort. Les données, elles sont partout. Donc, se développent de nouvelles solutions qui permettent de sécuriser les accès, les données, où qu'on soit. Vous avez des nouvelles solutions telles que Cloudflare, par exemple, qui permettent de sécuriser les accès, les mots de passe de façon tout à fait différente que ce qu'on avait avant. Donc ça, c'est très important parce que les outils d'IA qui vont être développés aujourd'hui, finalement, ils vont utiliser beaucoup d'IA justement pour répondre à ces nouveaux enjeux. Donc, il n'y a pas une société aujourd'hui en cybersécurité qui ne développe pas une application IA au sein de ses systèmes pour améliorer ce qu'ils font. Donc, ça va. Il y avait déjà beaucoup d'innovations, mais c'est évident que, alors tout le monde communique dessus, ça ne veut pas dire que toutes les applications l'utilisent réellement. Il y a une volonté de le faire. Je pense que ça met un certain temps à devenir industriel, mais c'est certain que c'est de plus en plus utilisé par tous les éditeurs de solutions. Ensuite, je parlais un petit peu de cryptographie quantique. Ça veut dire que les systèmes qu'on a aujourd'hui, ils risquent d'être vulnérables à un moment donné à des attaques, et notamment avec des attaques via l'IA. Ça pose la question aussi de l'utilisation de l'IA, parce que si vous utilisez une IA courante telle que ChatGPT ou d'autres outils, est-ce que c'est sécurisé? Finalement, on peut se poser la question d'un point de vue individuel et d'un point de vue aussi des entreprises. Ça, c'est un point important. Après, l'automatisation, la partie automatisation des systèmes de sécurité, ça, c'était déjà en cours, mais effectivement, forcément, l'IA va contribuer à ça. Il y a des approches aussi qu'on appelle Zero Trust, qui sont en cours de développement, qui permettent en fait de vraiment sécuriser où que vous soyez, où que vous accédez en termes d'accès au système, de sécuriser la donnée et les accès. Voilà. Après, il y a un vrai casse-tête réglementaire aussi, puisqu'on a eu énormément de réglementations en cybersécurité qui sont sorties ces derniers temps. On connaissait le RGPD, tout le monde connaît le RGPD. Déjà, les entreprises, elles ont du mal à l'appliquer. Aujourd'hui, le RGPD, beaucoup d'entreprises sont encore à la traîne sur ce sujet-là. Mais on a eu, par exemple, NIS2 qui est en cours d'élaboration, de transposition en France. On a DORA qui est une directive de cybersécurité pour les entités financières. On a le Cyber Resilience Act, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est une réglementation pour les logiciels et les produits numériques. Donc ça va être très important, y compris dans le cadre de l'IA. On a l'IA Act, évidemment. Donc même si on a un contexte qui, à mon avis, va ralentir ces réglementations, puisque finalement, il y aura une concurrence qui est lancée par les États-Unis en termes de course à la déréglementation, même si il y a une résistance qui va s'opérer. Ça va quand même être une tendance de frein sur les réglementations. Quoi qu'il en soit, on en a quand même énormément déjà appliqué. Je ne parle pas du Data Act, etc.
Donc, c'est un vrai casse-tête réglementaire pour les entreprises, y compris quand vous allez développer des produits d'IA, et surtout quand vous allez développer des produits d'IA même. Et une autre tendance aussi, c'est la souveraineté. C'est-à-dire qu'on va se poser la question, où sont mes données, qui les possède, et quelles sont les lois qui s'appliquent à nos données. Donc ça fait partie des tendances importantes en matière de cybersécurité. Il y en a probablement d'autres, mais c'est celles qui m'ont paru les plus importantes. Donc, en termes de tendance aussi entre l'IA et la cybersécurité, la première tendance, c'est l'utilisation malveillante de l'IA. Ce qu'on observe, c'est un accroissement en quantité et en qualité des attaques. Donc, vous connaissez certainement tous ce qu'on appelle le phishing, qui est le fait de recevoir un mail qui nous envoie un lien frauduleux, qui nous envoie des demandes d'accès et on renseigne le mot de passe et l'identifiant et qui permet de voler vos identifiants et vos accès. Ça, l'IA a vraiment contribué aujourd'hui à augmenter la quantité de ce type d'attaque, mais aussi la qualité du type d'attaque. Donc, c'est vrai que dans cette utilisation malveillante, on va avoir à la fois des outils qui sont beaucoup plus faciles. Si vous voulez rédiger un email, par exemple, ça vous aide à le faire, mais ça vous aide aussi à aller chercher des données et des informations qui sont disponibles sur le web pour faire des attaques plus ciblées. Donc, cibler une direction pour faire des attaques de vol d'identifiants beaucoup plus ciblées. Donc, on observe, et ça fait partie des attaques les plus importantes aujourd'hui, les attaques de phishing, on observe une augmentation, une utilisation malveillante de l'IA, évidemment. Ensuite, ce qui est très important aussi, c'est le risque systémique de l'IA. Il y a des groupes qui s'occupent de travailler un peu sur l'évaluation de ces risques macro. Alors, les risques systémiques, ça peut être des courses à l'armement, par exemple, ou bien des attaques sur par exemple, si vous avez de plus en plus de voitures connectées, sur des systèmes qui pilotent des voitures connectées. Donc, ces risques systémiques, ils existent, d'autant plus que l'IA prend une place de plus en plus importante dans l'industrie et dans le pilotage des systèmes de façon générale. Donc, ça, c'est un domaine un peu à part qui existe, qui étudie ces risques. Le quatrième point de contact entre l'IA et la sécurité, le troisième point de contact, c'est l'IA au service de la cybersécurité. Et comme je disais, ça va concerner quasiment beaucoup d'applications de sécurité. Je pourrais revenir là-dessus, notamment ça va faciliter le traitement d'alertes, ça va automatiser la recherche de vulnérabilités. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ce que l'IA utilise au service de la cybersécurité. En fait, les attaquants font la même chose. C'est-à-dire que si on a des systèmes qui automatisent la recherche de vulnérabilité, en fait, les attaquants peuvent s'en servir aussi pour le faire. Donc, ça, on pourra voir aussi. Et puis, la partie cybersécurité pour l'IA, qui là est un domaine aussi très large, parce que, en fait, si on veut sécuriser des IA, ça va beaucoup dépendre du type d'IA qu'on veut sécuriser. C'est pas la même chose de sécuriser une application complexe qu'un modèle de langage. Voilà, chaque IA a ses problématiques. C'est-à-dire que vous allez avoir à la fois sur la cybersécurité de l'IA des problématiques de logiciels classiques, où il va falloir sécuriser de façon classique, plus des spécificités que l'on retrouve dans les logiciels d'IA, notamment la partie, par exemple, liée aux données, la partie du fait qu'aussi, une fois que le modèle est en application, en production, on peut dialoguer avec lui. Donc, ça ouvre des possibilités, effectivement, de fuite de données très importantes. Donc, voilà, c'est un peu les quatre volets, je dirais, importants de connexion entre l'IA et la cybersécurité. Donc, ce que je disais, l'utilisation malveillante, en fait, c'est que comme ces systèmes ils sont à disposition, aujourd'hui se développent soit des chats GPT qui vous permettent de créer des virus, par exemple, ou voilà, qui ont vraiment cette spécialité qui sont faits pour attaquer. Donc, des outils qui sont faits vraiment pour attaquer. Aujourd'hui, on est à un stade où ces outils existent, mais qu'on va de plus en plus vers des agents automatisés en termes de dispositifs d'attaque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut encore utiliser ces systèmes indépendamment. On va créer le mail,
on va l'envoyer, enfin voilà, on va faire un ciblage, on va rechercher de l'information. Mais dans le futur, va se développer des agents spécialisés en sécurité pour attaquer, qui vont avoir, mais par contre, une forte spécialité parce que c'est très sensible au type d'architecture ou à ce qu'on veut attaquer. Donc, il y en a peut-être qui vont être spécialisés dans le phishing, d'autres qui vont être spécialisés pour attaquer les infrastructures cloud. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a vraiment un gros risque en fait sur la partie cloud. Donc, si vous avez un système d'information, vous l'avez plus chez vous, vous utilisez soit des outils comme Google, comme Microsoft, comme aujourd'hui par exemple, ou d'autres outils plus français qui existent aussi. Mais quoi qu'il en soit, vous maîtrisez plus la sécurité ou de façon très lointaine. Donc, en fait, les attaquants, ils ont compris que la problématique de sécurité, il fallait qu'ils attaquent donc ces fournisseurs de services. Donc de plus en plus, les attaques vont concerner ces fournisseurs de services, puisque globalement, tous les outils et les données se déplacent vers le cloud. D'où la nécessité pour ces entreprises-là d'être très sécurisées et pour le grand public ou les professionnels de savoir comment acheter et comment comprendre si un service est sécurisé. Je pense que ça, il y a des clés en fait pour comprendre ça qui sont importantes. J'en parlerai un petit peu, notamment tout ce qui est certification, donc qui permet de savoir si l'entreprise elle est sécurisée ou pas, ou les services sont sécurisés si vous utilisez par exemple des LLM ou d'autres outils d'IA. Après, nous, quand on parle de sécurité aujourd'hui, c'est très large. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des analyses de risque en regardant juste vraiment la sécurité technique, mais on va bien prendre en compte en fait, tout un tas de paramètres. Et dans l'IA, c'est assez spécifique. Il y a des problématiques de propriété intellectuelle, bien entendu de données personnelles, de secret des affaires, de qualité de données, de vie privée. Voilà, les paramètres qu'on doit surveiller en sécurité sont très larges. Donc, c'est forcément des équipes pluridisciplinaires dans lesquelles, quand on veut faire de la sécurité autour d'une IA, bah, il faut un juriste, il faut des gens qui soient spécialisés dans le DevOps, c'est-à-dire la construction de la chaîne de production informatique, du développement logiciel, et qui soient spécialisés en plus dans la sécurité de l'IA, parce que c'est des domaines émergents. Donc en fait, si vous voulez connaître les vulnérabilités qui ont des IA, c'est aujourd'hui des groupes qui travaillent pour expliquer quelles sont les nouvelles vulnérabilités qu'on trouve dans les modèles d'IA, puisque c'est un domaine émergent. Donc c'est des compétences qui sont assez rares. Bon, après, quand on est une entreprise, bah, il va falloir effectivement s'entourer de plusieurs spécialités, ou en tout cas de bien faire dialoguer tout le monde autour de ces différents sujets. Parce que, encore une fois, il y a du juridique, il y a du technique, il y a de l'organisationnel, il y a de la sécurité des données, etc. Donc, c'est vraiment des domaines qui sont très complexes en termes de sécurisation. Et vous avez aujourd'hui des normes qui existent sur la sécurité. Il y a l'ISO 27001 qui permet de sécuriser des systèmes et il y a l'ISO 42001 qui est lié au système d'IA. Donc là, si une entreprise veut sécuriser en fait son logiciel, son IA ou ce qu'il déploie en interne, vous avez une norme qui permet de le faire. Et en fait, quand on regarde cette norme-là, c'est très large. Les enjeux de sécurité et d'éthique sont très larges autour de l'IA. Donc il y a une vraie analyse des risques à construire. Pour ce qui est de l'utilisation de l'IA en cybersécurité, je dirais que comme on est, comme toute fonction informatique, à un moment donné, le système va devoir prendre des décisions, prendre des actions. On est aujourd'hui encore à un stade où la part humaine est très importante et on ne va pas vouloir aller trop loin dans l'automatisation. Donc les entreprises vont l'utiliser, par exemple, si je prends l'exemple des SIEM. Un SIEM, c'est un outil qui enregistre ce qui se passe sur les systèmes, ordinateurs, réseaux, etc., et qui permet de détecter les alertes. Le gros enjeu des SIEM, c'est le traitement d'un nombre important d'alertes pour détecter les intrusions, par exemple. Donc là, effectivement, on va avoir des développements autour de l'IA qui vont permettre de pré-traiter un certain nombre d'alertes selon des règles. Donc l'IA va être utilisée, mais on est quand même dans tout ce que... Il y a des recommandations, en tout cas, de l'ANSSI en matière de sécurité, c'est de dire, attention, tout ce qui va être opération critique ne doit pas être automatisé, puisque le but de l'IA, c'est d'automatiser soit une décision, soit une analyse. Donc là, il y a quand même, dans les modèles d'IA qui doivent être développés,
à un moment donné où on se dit, est-ce que le risque voilà, de modification du système, est-ce que ça va toucher des paramètres critiques de sécurité, des paramètres sur les accès, pour pas que ce soit le cas. Donc la part humaine, elle est encore très importante, mais comme je disais au début, voilà, toutes les entreprises éditeurs de logiciels aujourd'hui développent des parties d'IA pour améliorer leurs produits. Il n'y a pas voilà, de révolution au sens de nouveaux produits qui pourraient, à ma connaissance en tout cas, là-dessus, mais par contre, une amélioration dans la détection des vulnérabilités, pourquoi pas dans les recommandations de sécurité aussi par rapport à un système, mais là, ça rentre, il y a une difficulté, c'est que en fait, c'est très dépendant de ce que vous avez en place. Donc, et dans la gestion des incidents, enfin voilà, c'est vrai que aujourd'hui tous les systèmes de sécurité vont ou utilisent l'IA de façon large. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on fait de la sécurité, on va s'intéresser aux vulnérabilités. Et comme je disais tout à l'heure, les vulnérabilités pour les IA sont très spécifiques. Donc, ça va voilà, de systèmes simples qu'on déploie en interne à la construction d'applications complexes. Et là, on ne va pas avoir tout à fait les mêmes vulnérabilités, même si les particularités, c'est qu'on va avoir des vulnérabilités sur les données, parce qu'effectivement, on utilise un grand volume de données, donc il faut s'assurer de la sécurité, de la légalité aussi de la collecte de ces données. Il faut s'assurer aussi, comme les systèmes d'IA ont la particularité de faire appel à beaucoup de services, à beaucoup d'API, donc d'autres applications, à beaucoup de plugins. En fait, il y a de fortes vulnérabilités qui sont liées au flux et aux connexions qu'on peut avoir à l'extérieur. Donc, sécuriser une IA aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez complexe. Ça demande de sécuriser comment sécuriser le logiciel aujourd'hui, de façon générale, donc en sécurisant le code, en faisant des audits de code, par exemple, en sécurisant le réseau sur lequel est positionnée cette application, mais même en allant plus loin. Donc là, pour les modèles de langage ou pour les IA, ça demande effectivement d'aller plus loin et de mettre en place des dispositifs de sécurité supplémentaires. Notamment parce qu'il y a différentes phases d'entraînement, d'intégration et de mise en production des modèles d'IA et qui nécessitent à chaque fois des dispositifs de sécurité spécifiques. Après, il y a énormément de nouveaux produits de sécurité qui sont développés pour répondre à ce besoin en termes d'IA. Il y a un groupe qui travaille dessus qui est très important, c'est un groupe qu'on appelle l'OWASP, qui a développé toute une base de connaissances autour de la sécurité de l'IA, ce qu'ils avaient déjà fait pour la sécurité du web, enfin des applications de façon générale et du web en particulier. Et c'est vrai que ça, c'est des ressources qui sont très riches. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de documentation qui existe, qui émerge plutôt, pour sécuriser ces différentes applications d'IA qui présentent des vulnérabilités tout à fait nouvelles, comme l'empoisonnement, par exemple, qui consiste à modifier les données en phase d'entraînement pour après produire un résultat qui est erroné ou faire des extractions de données, des flux de données, sachant que le risque, en fait, sur les modèles, c'est que on peut extraire le modèle en lui-même, les paramètres, les données. On peut extraire aussi ce que les personnes saisissent, donc des informations confidentielles potentiellement. Voilà, il y a des attaques qui sont différentes que ce qu'on trouve dans les attaques sur des logiciels classiques, même si on retrouve les mêmes attaques. Parce qu'après, on va retrouver des attaques qu'on retrouve aussi dans les logiciels classiques, comme les attaques de déni de service, donc qui permettent d'interrompre le fonctionnement d'une application, l'exploitation aussi du prompt injection, c'est-à-dire qu'on envoie un prompt dans l'application qui va donner des instructions qui vont modifier la réponse et obtenir des informations confidentielles, ou bien obtenir des réponses de l'extraction de données, récupérer l'extraction de données. Mais souvent, ça nécessite d'avoir modifié le modèle en amont. Et là, c'est en sécurisant effectivement le modèle contre les accès non désirés qu'on va réussir à protéger l'application. Ce qui est peut-être plus difficile que sur une application classique par le fait que les systèmes d'IA sont beaucoup plus composites et utilisent beaucoup d'autres solutions open source
Donc, c'est vraiment un domaine très spécifique, cette sécurisation de l'IA. Après, donc, comme je disais, en termes de solutions pour la mise en conformité, on a déjà beaucoup de nouvelles applications. Je pourrais vous donner les liens si c'est quelque chose qui vous intéresse, un peu où on trouve la base de données de toutes ces solutions, donc qui est le WASP. Mais voilà, c'est des solutions, si vous développez de l'IA, ça peut être très intéressant de regarder parce qu'ils vont avoir des solutions spécialisées pour l'IA, par exemple des firewalls spécifiques pour les LLM. Donc, c'est des outils vraiment qui correspondent, ou du monitoring spécifique pour des modèles d'IA, qui correspondent évidemment à ce type de logiciel. Donc, le WASP Top 10, c'est un organisme qui travaille sur cette question de la sécurisation de l'IA et qui est des ressources. Aussi, on a l'ANSSI qui publie des guides, et ça, c'est très important. C'est intéressant parce que c'est des guides qui sont assez grand public. Donc, à la fois pour une entreprise, un dirigeant qui veut sécuriser ce sujet-là ou comprendre les enjeux de sécurité, il y a 2 guides qui sont intéressants à l'ANSSI pour cette partie-là. Après, donc, effectivement, donc, cette problématique de la sécurisation de l'IA, elle est émergente. Il y a une vraie question autour des compétences, parce que je pense que forcément, autant faire du pen test ou du tester, auditer des systèmes classiques, on a les compétences en France pour le faire, autant auditer des systèmes d'IA, c'est pas le même niveau de compétence, ça nécessite d'avoir quand même travaillé. Donc ça, c'est un des sujets quand même que je vois intéressant. Et après, la nécessité de la réglementation. Il faut savoir que même si vous faites que déployer de l'IA dans votre entreprise, vous êtes aussi soumis à l'IA Act. Donc, et le fait de mettre en place une IA, donc il y a l'IA Act évidemment, en fonction de ce que vous faites, mais il y a aussi toutes les autres réglementations qui s'appliquent. J'ai parlé du RGPD parce que tout le monde le connaît, mais par exemple le Cyber Resilience Act, vous développez une balance connectée avec de l'IA, vous êtes à la fois soumis au Cyber Resilience Act et à l'IA Act. Donc globalement, qu'est-ce que ça demande? Ça demande à sécuriser les chaînes de développement et de production informatique. Donc si vous développez un logiciel, par exemple, de faire du DevSecOps, ce qu'on appelle pour sécuriser toute la chaîne de développement et d'intégration. Donc ça a un impact vraiment ça va avoir un impact vraiment très important en termes de dynamique qui oblige les entreprises finalement à s'occuper de la sécurité très tôt. Voilà. Et après, quand vous allez démarrer un projet d'IA, que ce soit pour l'intégrer dans l'entreprise ou pour le développer, il faudra choisir un certain nombre de modèles. Donc ça, c'est une phase qui est très importante, c'est de dire, OK, quel est l'impact de ce que je suis en train de faire en matière d'IA et de sécurité, comprendre les enjeux, quels impacts ça a en termes de comment ça va être utilisé et comment ça peut impacter les gens qui vont l'utiliser et l'utiliser pour décider, justement. Mais il va falloir déjà faire un point sur la réglementation, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, et après choisir des modèles à appliquer en termes de risque. Donc il y a le MIT qui a travaillé sur un modèle, il y a le NIST aussi, qui est une agence américaine. Après, en France, on a l'ISO 42001, qui est un modèle aussi, et l'ANSSI, encore une fois, et la CNIL, qui va être l'autorité qui va être chargée, a priori, de la régulation sur l'IA, produisent aussi de la documentation qui aide à structurer et à sécuriser, savoir ce qu'on a le droit de faire, pas faire avec des données personnelles, etc. Voilà. Après, vous avez, en termes de normalisation, des normes côté Sénélec aussi qui sont en développement, qui vont être des normes légales à appliquer en matière de sécurité au sens large et de cybersécurité aussi. Donc d'éthique, de protection des données, comment structurer le développement. Donc tout ça, ça va être c'est obligatoire pour un certain nombre de types d'IA. En termes de conformité et de certification aussi des systèmes, pour savoir ce qu'on achète ou ce qu'on utilise et sécuriser nos IA, on a le NNE qui travaille aussi sur des processus de certification. Enfin, ils sont très actifs dans le domaine. Et un outil qui est intéressant, c'est Compel, je ne sais pas comment on prononce, Compel AI, qui est un outil qui permet de vérifier si l'IA s'apporte uniquement sur les LLM et conforme aux réglementations européennes. Donc se développe un certain nombre d'outils, effectivement, qui vont permettre d'arriver à ça, d'arriver à la conformité. Mais c'est très important d'avoir un guide au départ pour ne pas aller dans tous les sens. Et un des outils très, très importants, c'est l'ISO 42001,
qui est en plus certifiante. Donc, ça veut dire que l'entreprise peut, alors c'est un domaine qui est en émergence, mais l'entreprise peut être certifiée ISO 42001 pour ses produits IA ou ses applications internes. Et ça donne une garantie sur la qualité, sur l'éthique de l'utilisation de l'IA. Donc ça, je pense que dans les mois à venir, les années à venir, ça va être une norme qui va être extrêmement prisée et se développer très très vite en termes d'usage. Voilà, donc on est sur un champ où il y a beaucoup d'interconnexions avec un domaine, Ouais, ça va. avec un domaine. Bah ouais, que se passe-t-il? Pouvez-vous couper le micro, s'il vous plaît? Je ne sais pas s'il y a un micro qui. Ouais. Donc c'est un domaine qui est qui est en émergence avec beaucoup de solutions innovantes côté sécurité pour améliorer la sécurité et avec des compétences qui effectivement sont à construire parce que c'est des domaines qui sont très spécifiques et des logiciels très spécifiques. Et avec une vision de la sécurité qui est quand même très large. Comme je disais au début, il y a de la technique, de l'organisationnel, mais beaucoup de juridique aussi. De façon générale, dans la cybersécurité, aujourd'hui, il y a beaucoup de juridique, et en particulier dans les LLM et dans l'IA, parce qu'il y a beaucoup cette question de la donnée. Voilà donc pour cette première présentation. Alors Thomas, c'est top. Bah, merci beaucoup. Alors, je pense que c'est relativement clair et compréhensible de tous, donc merci beaucoup pour cette présentation. Si tu en es d'accord, je te pose quelques questions qui Ouais. à brûle pour point et on apporte des éléments de réponse qui soient comme si on avait une discussion autour d'un Ouais, café, tout à fait. dans un grand niveau technique pour les uns et les autres, mais permets-moi d'abord d'être provocateur un petit peu sur la première question. Quand on t'écoute dire ça, on entend démultiplication des applications égale démultiplication des risques. Démultiplication des IA égale donc forcément démultiplication des façons de contrecarrer les risques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je me mets à la place d'un chef d'entreprise qui entend parler d'IA que depuis un an, ou allons jusqu'à la création la mise à disposition de ChatGPT, qui n'y comprend pas grand-chose. Quand on fait l'accumulation de ce qu'on se dit, il y a quand même un schéma qui revient, qui est celui de se dire la qualité des attaques et la fréquence, parce que tu l'as évoqué par deux fois, c'est-à-dire que c'est et la qualité des attaques et la fréquence des attaques, donc ça va être de meilleure qualité et plus fréquent. C'est beaucoup plus facile pour les attaquants d'attaquer, et même d'aller dans une réflexion qui va plus loin, c'est de dire on va créer des outils qui vont être en capacité de pouvoir créer des outils pour attaquer. Donc là, on est un peu dans un schéma un peu flippant. Et je dois mettre en place des dispositifs, je dois mettre en place des normes, et tout ça, ça revient à un moment dans un monde dans lequel ça devient des coûts pour un patron d'entreprise. Et comment est-ce qu'un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise appréhende ça, identifie ce que ça peut lui coûter, parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire OK, on l'a identifié, mais comment est-ce qu'on se dit derrière, quels sont les moyens que je dois mettre en place? J'ai peut-être pas nécessairement d'ailleurs les moyens de les mettre en place. Ça, c'est la première partie de ma question. Et la deuxième partie de ma question, qui rejoint un point que tu l'as évoqué et qui est passionnant, qui est celui de la notion de souveraineté des données, parce que si j'utilise une IA, que j'utilise des données qui me sont mises à disposition par un de mes clients dans un outil, donc qui ne sont pas les miennes, mais qui sont celles de mon client, et que je me fais attaquer et que ces informations fuitent, ce que tu nous dis là, c'est on a notre responsabilité. Ouais. Alors, il y a beaucoup de questions. Ouais. Je vais essayer de. Tu vas me le redire après parce que. La notion des enjeux la et des coûts, et deux, celle des la- responsabilités sur des données qui ne sont pas nécessairement les miennes, qui peuvent être celles qui m'ont été mises à disposition. Alors, les enjeux et les coûts, je dirais, c'est comme tout domaine dans lequel il y a de la réglementation, où il y a un risque de sécurité. Nous, la seule réponse que je peux donner, c'est que de par notre métier, on a l'habitude de valoriser en fait les investissements de sécurité via notamment les certifications. Donc, je prends un exemple d'une société déjà, premier exemple, une société qui développe une IA et qui passe une certification, donc qui démontre en fait qu'ils ont un certain niveau de sécurité. Bah, finalement, il va rentabiliser sa démarche, sachant qu'aujourd'hui, il y a aussi des aides sur l'IA et sur la sécurité pour les entreprises. Donc, c'est quand même un domaine qui est aidé.
Après, rien ne remplace la compétence des gens qu'on va embaucher. Il y a un point qui est extrêmement important, c'est que le seul moyen de gagner de l'argent quand on fait de la sécurité ou d'en dépenser le moins possible, c'est de faire une analyse de risque. Ça évite de... Alors, parce qu'il y a plusieurs biais, en fait. C'est-à-dire que si je prends un partenaire pour mettre en place une IA, un LLM sécurisé pour mes collaborateurs, par exemple, en fait, je vais m'appuyer sur le partenaire. Donc, j'ai pas de sécurité sur le fait que effectivement, il n'y a pas de risque. Ou alors, il faut que je choisisse en conscience, mais que je connaisse le sujet. Donc, cette analyse de risque, normalement, dans le domaine de la sécurité, elle est là pour rendre transparent les risques par rapport à un coût. En gros, je sais que j'ai ce risque-là, il peut me coûter tant et je suis prêt à investir tant. Donc déjà, cette analyse de risque, elle rationalise un peu le ROI sur les investissements qu'on fait en sécurité. Donc c'est pareil sur la partie sécurisation de l'IA. Avant, c'est trop cher et après, c'est trop tard, c'est ça? Oui, mais oui, tout à fait. Après, on n'est jamais à un risque zéro. Donc, Ouais. le risque, il est là. Il existe forcément. Après, on insiste beaucoup. Pardon, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Non, je On t'en prie. insiste, on insiste beaucoup en sécurité sur la partie amélioration, en fait. Pourquoi? Parce que si vous mettez en place de la sécurité à un instant T et que vous la contrôlez jamais, ben, au bout de 6 mois, c'est terminé, il n'y en a plus. Donc, cette notion de continuité, elle est extrêmement importante en sécurité, de faire une analyse des risques en amont et de progressivement mettre en place des choses. Alors, il y a autant de risques à faire qu'à attendre en IA. Si j'attends pour l'utiliser, en fait, je passe à côté d'opportunités. Donc, ça a un coût aussi. Donc, les entreprises, elles doivent peser l'un et l'autre. Tu as des exemples de cyberattaques qui ont été boostées par de l'IA? Après, il y a les exemples autour du deepfake. Ouais. Il y a plusieurs attaques de deepfake qui ont eu lieu. Juste un petit rappel au cas où il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est un deepfake, Ouais. juste en 2 mots. Un deepfake, c'est une imitation soit d'une apparence, d'une vidéo d'une personne. Donc, on a l'impression que c'est telle personne. Donc, ça reproduit l'apparence de la personne ou de la voix. Donc, il y a eu une attaque récemment. En fait, je ne sais plus si c'était un dirigeant ou un directeur financier qui a fait une réunion, une visio. Donc, tout le monde croyait que c'était lui. Donc, il y avait la voix et l'image qui ressemblaient à la personne. Et ils ont la personne a réussi à détourner de l'ordre de plus de 20 millions d'euros. 26, ouais. Donc, ouais, il y a des cas comme ça d'utilisation. Chez la société Wiz aussi, il y a eu un cas d'attaque, je crois que c'était là, un deepfake vocal. Après, après, c'est utilisé dans tout un tas de... La problématique des deepfakes, ça peut être utilisé dans tout un tas de situations, du gain financier, du fraude à l'entretien d'embauche. Il y a des cas un peu qui sont rapportés aussi comme ça. Et après, surtout, il y a la partie deepfake et puis aussi il y a la partie phishing, dans laquelle on utilise l'IA sur la partie phishing. Mais il y a un point aussi que tu Pour as évoqué améliorer. qui est extrêmement intéressant, c'est la capacité que l'on a à empoisonner une base de connaissances. Alors, je suis content que tu l'aies évoqué parce que moi, je trouve que c'est vraiment un point qui est incroyable. C'est-à-dire que nous, on a fait des tests, par exemple, chez nous. On crée une base de connaissances et puis dans cette base de connaissances, on y a injecté un document dans lequel il y a des inepties qui parfois peuvent aller en contradiction avec des éléments de la base de connaissances initiale. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer la capacité que l'IA a à ou trancher en disant c'est ni bleu ni vert, c'est une autre couleur, ou alors à ne pas trancher. Et ça, c'est pas inintéressant parce que ça donne cette notion de tu peux avoir une attaque potentielle en interne. C'est-à-dire que si quelqu'un donne une information erronée, alors si c'est une erreur, c'est moins grave. Si c'est voulu, c'est un autre sujet. Mais on peut avoir un schéma tel que celui-ci en interne. Et ça pose la question aussi, tu l'as évoqué, la notion de souveraineté, j'y reviens, mais quand tu disais tout à l'heure qu'aucune opération critique ne doit être automatisée, je te rejoins assez là-dessus, mais ça veut aussi dire qu'il faut que les gens soient particulièrement vigilants sur cette notion d'automatisation, parce qu'à vouloir tout faire faire par l'IA, il y a un monde dans lequel, tu donnais l'exemple du château fort, c'est la citadelle. C'est-à-dire que s'il y a un mur qui tombe, tu passes sur un autre mur qui passe sur un autre mur. Est-ce que c'est un peu comme ça qu'il faut l'envisager? Parce que tu as des schémas aujourd'hui où on pourrait avoir... La réponse, elle est spécifique à chaque situation, à chaque IA.
ça, elle est dans l'analyse d'impact et l'analyse de risque pour étudier ce qui peut ou pas être automatisé. Après, il y a des cas où ça va être légalement impossible, ou alors ça va nécessiter, via l'IA-Act, dans certains usages, de répondre à des mesures de sécurité très précises, assez conséquentes. Donc, c'est un choix qui doit être fait en fonction de la partie analyse des risques et analyse d'impact. Et après, ce qui est important, c'est que c'est vrai qu'il y a des risques à la fois internes et externes. C'est-à-dire quelqu'un d'interne peut en fait, comment dire, faire cet empoisonnement de données du modèle. Il peut aussi déposer du code malveillant sur les dépôts de code. Enfin voilà, il peut avoir pas mal d'interactions en interne. Donc ça, en sécurité, il y a toujours ce risque interne et ce risque externe. Le risque externe, on va le maîtriser parce qu'on va mettre normalement des segmentations, des contrôles d'accès qui doivent être... Mais là, il faut faire de la sécurité, hein, ça ne se fait pas tout seul. Et puis en interne, on va le maîtriser autrement, mais là aussi par des règles. C'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, un développeur, il va pouvoir avoir accès au modèle d'entraînement, mais pas au modèle de déploiement et pas à la production. Ou la personne qui va pouvoir avoir accès à la production ne va pas arriver au modèle d'entraînement. Donc il y a la segmentation dans tous les secteurs qu'il faut faire, à la fois segmentation dans les données, à la fois segmentation dans le code, segmentation entre les paramètres et le code. Enfin, Là, c'est les le principe parties. de la citadelle plutôt que du château fort. C'est-à-dire que tu crées un environnement de sécurité à chacune des étapes dont tu parles. Ouais, c'est ça, c'est que en fait, à chaque fois, on ne fait pas confiance. C'est le principe aujourd'hui de la sécurité, c'est on ne fait jamais confiance. C'est-à-dire, tu as des systèmes qui permettent de toujours démontrer que tu as les droits pour accéder à ce système. Et surtout, ce qu'on appelle le besoin en savoir. Est-ce que j'ai besoin d'aller à cette ressource? Si j'ai besoin, je dois avoir les droits pour le faire. Si j'ai pas besoin, bah, on n'a pas les droits par défaut, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un schéma dans lequel, justement, cette espèce de course de course au plus, du plus, du plus, du plus, du plus, peut pas être un problème? Je m'explique. Aujourd'hui, on peut faire tourner un LLM sur notre PC en local. C'est possible. S'il y a une personne qui peut couper son micro, ce serait formidable. Non, il n'a même pas conscience du fait qu'il... Je pense qu'on peut le faire. Je pense que... Je vais pas couper le tien, c'est pas le tien. Non, voilà, je pense que tu as expliqué. Ok. Pardon, j'y reviens. On peut faire tourner un LLM aujourd'hui avec un LLM Studio. Tu choisis le modèle sur lequel tu veux. Voilà. Et puis d'ailleurs, ce qui n'est pas inintéressant, c'est que selon que tu veux lui faire telle ou telle tâche, il y a des LLM qui sont meilleurs pour faire un certain nombre d'actions plutôt que d'autres. Et de ton point de vue et de tes observations, par exemple, moi j'ai quelques LLM en local. Tu vois, j'ai un LLM, je choisis. Et ça me permet de tourner en local, de ne pas mettre de données en ligne, de pouvoir fonctionner dans un train à grande vitesse entre Paris et Lyon en essayant pas de me connecter à un utopique réseau Wi-Fi de la SNCF. Donc, je peux travailler dessus. Je partage mes données qui sont les miennes. Enfin, je ne partage pas mes données. Tu as un point de vue là-dessus? Parce que moi, j'en entends peu parler. Je vois peu de schémas là-dessus. En fait, tu as trois situations. Ouais, tu as trois situations possibles. C'est-à-dire que soit tu utilises un modèle du marché qui est disponible en ligne, et là, vous pouvez vous amuser à aller regarder un petit peu, parce qu'aujourd'hui, les grands modèles comme ça, ChatGPT, les modèles de Google, etc., en fait, décrivent à la fois leur CGT, enfin un peu leurs conditions d'utilisation plutôt, sur les données. Ils décrivent leurs risques. On a des risques cards, des descriptions des risques pour les modèles, tout ça. Il y a pas mal d'informations sur la sécurité. Mais de toute façon, on ne sait pas où va la donnée. C'est-à-dire qu'in fine, on ne le sait pas. Donc, on proscrit l'utilisation professionnelle de ces modèles en ligne, de façon générale. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas l'utiliser. Ça, c'est une recommandation générale. C'est le positionnement de l'ANSSI là-dessus, de dire l'Agence de sécurité française, ne pas utiliser les grands modèles en ligne d'un point de vue de professionnel, je veux dire. Après, au niveau personnel, vous faites ce que vous voulez, mais bon, voilà, au niveau professionnel, c'est pas recommandé. La deuxième solution, c'est de se dire, OK, moi, je vais héberger mes propres applications. Je vais faire un serveur, je vais mettre mon modèle dessus, et puis je vais pouvoir faire mes requêtes, etc. Qui pose aussi des questions de sécurité, parce que là, je suis encore responsable
de ce que les gens vont partager, de comment ils vont l'utiliser, etc. Et la troisième solution, c'est de faire appel à une société qui, elle, a des services qui peuvent être des services cloud. Alors, il y a une société, Azure. j'ai perdu le nom. Azure. Oui, bah, Azure, parce que bon, c'est américain, c'est connu, mais il y a une société normande qui a développé justement des outils d'IA applicables aux applications hébergées sur son cloud. Enfin bref, un hébergeur cloud, un centre de service cloud peut proposer des outils déjà qui sont intégrés et sécurisés, un peu plus sécurisés que déjà on sait ce que c'est, on sait où sont les données, on pouvait demander de la sécurité, etc. Après, sur l'utilisation individuelle sur le poste de travail, je n'ai pas étudié le sujet d'un point de vue sécurité. Après, c'est tout comme toute application qu'on va utiliser. Est-ce que c'est autorisé par la politique de sécurité, par le RSSI? Il faut regarder ça dans le détail. Mais pour moi, il y a trois grands cas d'usage qui sont ces trois cas d'usage. Je dirais que celui que je recommanderais le plus pour une entreprise qui justement n'a pas des compétences techniques fortes dans le domaine, mais qui veut quand même utiliser l'IA, c'est de prendre un service chez un clouder français, sécurisé, et de lui demander de mettre en place un LLM pour ses collaborateurs, des choses comme ça. Ça permet quand même de l'utiliser de façon sécurisée. On a aussi un schéma dans lequel aujourd'hui, on n'a pas besoin non plus d'avoir pour les usages, d'évoquer des usages domestiques, mais même à des échelles d'entreprise, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir le dernier LLM le plus puissant quand on voit l'usage que les gens en font, que ce soit à titre personnel ou à titre en entreprise, globalement, quand on a fait une traduction, une correction de texte et une demande de ceci et de cela, alors je dis pas, attention, je dis pas que tout le monde ne fait que ça, mais tu le vois comme moi régulièrement, les usages qui sont faits aujourd'hui sont des usages qui ne nécessitent pas des LLM qui soient des machines de guerre. Ouais. Et je pense qu'après, c'est vrai que la première action à faire, c'est de former, de sensibiliser les collaborateurs. Parce que ce soit sur la partie IA, que ce soit pour mieux utiliser les outils, faire des recommandations, qu'est-ce qu'on a le droit de partager, pas partager, qu'est-ce qui est confidentiel, comment se prémunir contre les attaques, évidemment, de phishing, de deepfake, etc. Cette sensibilisation, elle permet aussi de favoriser des usages importants. Après, les usages, ils vont être croissants. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas combien de personnes utilisent ces outils, mais moi, je le vois dans mon métier. C'est-à-dire à la fois dans les entreprises de la tech qu'on peut rencontrer ou dans la sécurité, c'est quasiment toutes les entreprises développent des systèmes, disent développer une partie en IA pour leur système. Hunter, il y a des questions dans le chat. Alors vas-y, je t'en prie, vas-y. Alors, c'est Olivier qui demande s'il est possible de faire un petit focus sur le champ défense nationale et est-ce qu'on aborde les problèmes de la même manière? Et puis un deuxième point sur les tendances des agents conversationnels à halluciner, les outils de cybersécurité à base d'IA présentent-ils aussi ce risque? Parfait. Alors, très honnêtement, je ne connais pas le cas de la défense nationale. Ce n'est pas un sujet que je connais. Je sais qu'il y a des réglementations spécifiques et que je pense que dans la partie IA Act, il y a une partie, dans la réglementation sur l'IA, il doit y avoir une partie là-dessus de mémoire, mais je ne peux pas en parler plus que ça. Je pense que oui, il se pose ces questions après, et ça ne se pose pas dans les mêmes termes. C'est-à-dire que la sécurité de façon générale, pour tout ce qui est défense, c'est vraiment un domaine qui est réglementé, qui est à part en termes de sécurité. Ouais, je pense qu'ils le point concernant les hallucinations, arrête-moi si je me trompe, mais on estime aujourd'hui qu'on est aux alentours de 3% de ce qui est produit par les diverses IA dont on parle, qui sont des hallucinations. Alors peut-être tu peux nous faire un petit focus sur cette notion d'hallucination et ce que ça peut avoir comme incidence sur les notions de sécurité, parce que c'est vrai que c'est pas neutre. Je prends un exemple tout bête, mais si je prends pour argent comptant ce qui m'est dit, sans parler de malversation, mais si je prends pour argent comptant ce qui m'est dit par une IA, que je fais un copier-coller, que j'envoie ça dans mon rapport, il y a un monde dans lequel je peux dire n'importe quoi. Oui, moi je vois dans le domaine de la conformité, donc dans l'aide à la décision, par exemple, sur la cybersécurité, finalement, si j'interroge une IA pour me dire, rédige-moi une politique de sécurité ou dis-moi si ça existe, ou etc. Moi, je trouve que c'est pas fiable aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que
il y a pas, En fait, je pense que c'est lié au fait que déjà, je sais pas comment dire, il y a une notion d'analyse qu'on retrouve pas aujourd'hui dans les outils, mais probablement que dans le futur, on pourra avoir un outil qui nous conseille sur ce qu'il faut mettre en place en matière de sécurité par rapport à son système. Ça pourra peut-être exister. Aujourd'hui, voilà, c'est un risque parce qu'effectivement, si on prend pour argent comptant, eh ben, ce qui est dit ou ce qui est fait, à un moment donné, ça pose problème. Après, est-ce que le métier que l'on fait en termes de sécurité, nous, on travaille plus sur la partie conseil, accompagnement en amont, donc à la sécurisation. Est-ce que ça va être passé en IA? À la fois, je me dis, mais aujourd'hui, il y a un vrai frein parce que les systèmes ne comprennent pas, parce qu'il y a aussi une dimension humaine, en fait, à la sécurité qui est très importante. Et d'un autre côté, je vois bien tous les logiciels qui sont en train de se développer, qui permettent d'automatiser la sécurité. Alors, ça vient beaucoup des États-Unis aujourd'hui, mais en France, on essaye d'en développer aussi, tu plugues ton système, tu récupères les informations, et ça va te sortir des recommandations de sécurité. Alors ça n'existe pas encore à mon sens, à ma connaissance en tout cas, mais je vois les outils qui se développent. C'est-à-dire que je les connais, je vois qu'ils ont commencé à mettre en place ces fonctionnalités-là et que c'est la prochaine étape. Il suffit d'automatiser, mais toutes les données, elles sont dans les systèmes de ces logiciels aujourd'hui. C'est-à-dire on récupère l'information de sécurité, l'information sur les données, on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour sécuriser, et ça te dit tout ce qu'il faut faire pour que tu sécurises ton système. Donc ça va, à terme. Alors après, c'est un avis personnel. Je pense que ça risque, ouais, effectivement, de faire c'est des aides pour travailler. Enfin, ça fait disparaître certains métiers, ça c'est certain, ou ça les transforme, bouleverse complètement. Mais, mais ça, c'est intéressant de le suivre. Ce qui compte, c'est de s'adapter à ces changements. Et je pense que le rôle, de ce type de webinaire aussi, c'est de réfléchir à ces sujets et de s'adapter à ces tendances qui vont exister. Mais c'est vrai qu'en sécurité, on le voit beaucoup, beaucoup émerger, quoi. Je vois, il y a une question. Oui, pardonne-moi. Oui, vas-y, non, j'allais justement Je rebondir sur la voyais question. une question qui était sur la dernière, sur le chat, qui évoquait que quand mon entreprise utilise Azure dans sa totalité, pardonne-moi, cela limite-t-il les risques? Alors, je pense que ça revient un peu à ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça limite le risque, oui et non, parce que déjà, tes données ne sont pas sur un serveur européen et encore moins français, qui sont un serveur américain, donc sujetti à une réglementation qui est différente. Et là encore, on est sur des serveurs sur lesquels tu n'es pas souverain, parce que ce ne sont pas les tiens, et tu n'es pas en local, etc. Donc, tu as le schéma que tu évoquais tout à l'heure, je me trompe? Oui, alors il y a plusieurs critères. Alors déjà, tout dépend si on fait l'administration de la sécurité. Forcément, il faut suivre des guides de sécurité. On a des guides pour durcir, pour renforcer la sécurité des systèmes, que ce soit à l'ANSSI, l'agence de sécurité, ou que ce soit à d'autres comme le CIS Benchmark qui est américain. On a des guides qu'on utilise pour sécuriser ces systèmes, ça c'est la première partie. Et après, si on choisit un partenaire cloud pour travailler, si vous voulez que ce soit vraiment protégé par les lois, que ce soit soumis aux lois européennes, il faut prendre un hébergeur qui est Secnum Cloud, qui a une certification de sécurité de l'ANSSI, une qualification de sécurité de l'ANSSI, et oui, mais le fait que les serveurs soient en France ne veut pas dire que exactement. La loi qui s'applique est la loi française ou européenne. En fait, le problème, c'est qu'eux ont des possibilités de faire appliquer les lois américaines en France. Absolument. Alors, il faut préciser cas, ça. J'ai pas le nom, c'est Vincent, je crois, qui pose cette question, me semble-t-il. Non, pardonnez-moi, c'est David. Parce que pourquoi? Alors, c'est juste un point. Effectivement, vous avez raison sur le fait qu'ils peuvent être physiquement sur le territoire français, mais la réglementation, arrête-moi Thomas si je dis une erreur, mais la réglementation s'indexe sur le siège social de l'entreprise. Voilà. Après, en fait, le problème, c'est que même si d'un point de vue réglementaire, ils n'ont pas le droit, ça n'empêchera pas de le faire. Donc, après, il y a aussi une autre démarche qui se produit en ce moment, c'est que des systèmes comme Azure, comme Google, je crois, et comme d'autres, en fait, créent des structures, des filiales en Europe qui vont être d'un niveau de sécurité quasiment comparable au Secnum Cloud français.
soit qualifiés Secnum Cloud, soit qualifiés par des normes allemandes ou européennes qui font que ces systèmes sont considérés comme indépendants des lois extraterritoriales, donc des lois américaines. Donc cette notion d'extraterritorialité, pardon, elle est extrêmement importante pour des activités qui sont sensibles à cet aspect-là. Après, tout le monde n'est pas aussi sensible à cet aspect-là non plus. Ça dépend des activités. Si vous faites de la e-santé, forcément, ça va être très important. Donc après, moi, j'ai rien contre les solutions comme Azure ou comme autres. Après, il faut savoir quel est le besoin d'entreprise. Est-ce que le besoin d'entreprise, voilà. Non, vas-y, c'est ça. Est-ce que c'est le besoin d'entreprise? Elle a un fort, par exemple, dans la défense, c'est sûr que, ou dans les ministères, ils sont obligés, ou on devrait être obligé, en tout cas, d'utiliser des solutions qui sont qualifiées Secnum Cloud, donc toutes les offres cloud sécurisées par l'ANSSI, par une qualification d'ANSSI, ça devrait être obligatoire. Ça l'est en théorie, ça ne l'est pas forcément en pratique. Ouais. Ça invite aussi à la question, et après on pourrait en parler des heures, mais je sais que Nawal va en tant que gardien du temps, va me le rappeler. Mais juste un point, c'est si aujourd'hui tu as des modèles, qui sont en open source, notamment Llama, ou ce genre de choses, s'ils sont en open source, ils sont très faciles à consulter, à observer, et donc potentiellement à identifier les failles de ce modèle-là. Ouais. C'est quoi la balance entre un LLM qui est en open source et qui donc peut être assujetti à des attaques parce qu'il a ouvert ses portes et que tout le monde peut regarder comment il fonctionne, et un monde dans lequel tu as quelque chose qui est fermé, mais pour le coup, ce sera les reproches qu'on referait à des structures telles que OpenAI. Vous ne mettez pas à disposition vos tu vois. C'est quoi la balance entre moi, je dirais que c'est un peu la même chose que sur les logiciels classiques. C'est-à-dire que finalement, il y a l'avantage de l'open source, et il y a une forte communauté qui va sécuriser et qui va connaître la solution pour la faire évoluer. Donc en sécurité, ça apporte un plus de connaître la solution, et ça présente des inconvénients. Les coûts la structure des coûts n'est pas la même. Dans un côté, il faut de la compétence, dans l'autre, on s'appuie sur un prestataire. Ce qui est sûr, c'est que l'IA s'y prête beaucoup, du fait de l'aspect très composite, en fait, aujourd'hui de l'IA. Et le risque, il n'est pas tant sur le fait que le modèle soit open source, parce qu'en fait, ce qu'on va vouloir, enfin, à mon sens, là, c'est mon avis, mais le risque, il est sur l'architecture. C'est-à-dire, finalement, comment est structurée l'application qu'on veut designer. Le fait qu'il y ait des applications open source, ou externes d'ailleurs, parce que ça peut être de l'open source ou de l'externe, qui sont utilisés dans l'application, c'est ça le vrai danger. C'est-à-dire le fait qu'on va devoir sécuriser non pas une application, mais un écosystème dans lequel il y a cette question de données externes qui peut être utilisée, il y a cette question d'appel à des services externes, à des plugins qui ne sont pas sécurisés comme on le voudrait, et en plus qui peuvent évoluer dans le temps. Un coup, ça peut être sécurisé, puis il y a une vulnérabilité qui peut apparaître. Donc, comment je sécurise l'ensemble de cet écosystème? Plus que le fait, à mon avis, que ce soit open source, parce que de toute façon, on part du principe que si j'utilise une solution open source, à un moment donné, c'est moi qui vais m'occuper de la sécurité. Donc, je vais savoir ce que je fais en matière de sécurité. Normalement, c'est fait pour ça. Oui, mais c'est-à-dire qu'un schéma tel que celui que tu évoques, c'est aussi de se dire, avant de commencer à déployer, tu l'as évoqué, la multitude, et on le voit, la multitude d'outils qui sont en train d'arriver sur tel et tel sujet, c'est l'environnement dans lequel tu vas mettre cette ou ces IA qui va être primordial. Donc déjà, on commence par ranger un peu notre environnement avant de se lancer dans ces choses-là. Est-ce que, et peut-être pour terminer, si tu devais mettre une chronologie dans les actions à mener au sein des entreprises, tu dirais qu'il faudrait commencer par quoi et pour aller vers quoi? Alors, en termes de sécurité, c'est ça? Parce qu'après, il y a quand même comment dire, la question du choix, en fait. C'est-à-dire que la question de la sécurité, elle se pose par rapport à ce qu'on veut faire. Mais je dirais de façon, tu vois, parce que c'est quand même un des points fondamentaux. Après, la façon dont on travaille aujourd'hui, c'est vraiment commencer par l'impact. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai comme usage en termes d'IA? Que ce soit une petite application ou une application très complexe,
l'usage interne pour un logiciel, c'est quel est l'impact? C'est-à-dire, quel va être l'usage, les différents usages et qu'est-ce que ça a comme impact pour mes clients, pour les utilisateurs, pour mes partenaires, pour l'entreprise, les gens qui utilisent dans l'entreprise. Comprendre cet impact et identifier très vite comment ça s'appelle, les impacts réglementaires. Qu'est-ce que je vais Parce qu'en sécurité, on commence toujours par ce qu'on appelle le socle. Le socle de sécurité, c'est qu'est-ce que je vais utiliser comme modèle pour me mettre en conformité. Et là, ça va dépendre de mes systèmes. Et qu'est-ce que je dois respecter comme réglementation ou comme contrat. Parce que si j'ai un contrat, effectivement, qui me lie à un client et qui m'oblige à des choses de sécurité, donc le premier niveau, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit appliquer. Deuxième niveau, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a. Donc ça commence par identifier tous les actifs qui utilisent de près ou de loin de l'IA ou qui sont concernés par l'IA. Et là-dessus, on va mettre en place après l'analyse des risques et déployer l'ensemble on va dire des recommandations qu'on doit faire, donc sécuriser les bibliothèques, appliquer des principes de base en fait de la sécurité. Pour une entreprise qui veut se mettre en sécurité, il y a le guide de l'ANSSI, c'est des principes de base. Vous l'appliquez à n'importe quel système en fait. Et ça donne des principes de base pour la sécurité du réseau, des accès. Après, d'un point de vue, je dirais, c'est vraiment pour l'utilisation simple. Je dirais déjà d'internaliser ça en disant le LLM, je vais l'installer sur mes serveurs avec mon fournisseur informatique ou je vais utiliser un service qui est un peu plus sécurisé, c'est-à-dire un cloudeur français, par exemple, qui a mis en place un service de LLM avec une sécurité, avec des certifications. Bah, au moins, il y a quelque chose qui est fait. Et puis, surtout, un point très important, c'est de sensibiliser, parce que la sécurité, c'est toujours de la technique, la sensibilisation. Il faut expliquer aux gens comment ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ont le droit de faire, pas faire, dans les usages. Donc on forme, on identifie le ou les cas d'usage, pourquoi je l'utilise et qu'est-ce que j'utilise, et ensuite on s'indexe sur la réglementation et ensuite on se déploie. Oui, tout à fait. C'est aussi simple que ça. Ça a l'air simple en fait quand tu le dis comme ça, Thomas. S'il suffisait de faire ça. Non, mais c'est vrai que c'est un domaine qui est complexe, l'IA, parce que déjà, toutes les IA ne se valent pas. C'est pas les mêmes failles de sécurité et que les compétences sur le marché n'existent pas forcément beaucoup par rapport à d'autres systèmes puisque c'est émergent. Ouais. Et puis que tout ce qu'on voit aujourd'hui aura évolué dans 2 semaines et sera peut-être obsolète. Pour les gens qui veulent une première approche de ce qu'ils peuvent faire en entreprise, il faut qu'ils regardent sur l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui publie des guides de très haut niveau et des guides plus opérationnels pour sécuriser, qui permettent soit de faire de la sécurité, soit de choisir des solutions aussi, qui permettent de comprendre comment je demande à mon prestataire informatique ou à de l'informatique comment je fais une solution. Très bien. Bah, c'est un beau mot de clôture et avec un timing presque respecté. Bravo Thomas. Merci à vous. Merci beaucoup pour tes éclairages. Merci pour le partage. C'est top.